Dernier samedi du premier mois de l'année 2024, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Je suis très ravi de vous retrouver ce samedi pour un nouveau numéro de notre émission récap de la semaine sur notre chaîne d'Enigma Africa Media. Pour ce numéro, j'ai invité spécialement pour vous monsieur Kanidosu Émile. Bonsoir Émile. Comment tu te portes? Je vais très bien. Tu vas très bien avec un basin à couleur blanche. Ça signifie quoi déjà? Ben, la couleur blanche, c'est la paix, c'est la pureté. Voilà, c'est la paix, c'est la pureté. Alors, bienvenue dans notre émission. Je suis assisté également de Louis Roux. Bonsoir, Louis. Oui, bonsoir, monsieur Justin. Comment tu te portes? Ah bon, comme tu le sens déjà, je vais très bien. Et la semaine? Oui, ça a été très bien passé. Alors, nous sommes au début de notre émission, mot de début déjà. Oh, déjà, je salue cordialement tous les téléspectateurs d'Enigma Media Africa. Déjà, oui, c'est ça. Donc, je salue les téléspectateurs. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent depuis leurs différentes positions. Alors, merci lui, merci Émile. Le décor est déjà planté, mesdames et messieurs. Restez branchés, je vous reviens juste après celui-ci. Première actualité pour vous ce soir. Ce mardi, les députés en fin de mandat depuis le 31 décembre 2023 ont voté en faveur d'un projet de loi du gouvernement visant à modifier le code électoral entraînant une augmentation du nombre de sièges à l'Assemblée nationale, passant ainsi de 91 à 113. Notons que cette initiative découle d'une proposition formulée par le cas de Yao, datée lors des dernières discussions au sein du cadre permanent de concertation CPC. Le gouvernement a présenté ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui vise à modifier les propositions des articles 2, 24 et 28 de la loi organique du numéro 2012-123 du 6 2013. Alors, les modifications englobent plusieurs aspects, dont le nombre de députés à élire à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, les régimes des incomptabilités et les modalités pour pouvoir au siège vacant. Alors, par ailleurs, selon le gouvernement togolais, cette réforme est justifiée par l'augmentation de la population togolaise et confirmée par les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat qui recense la population togolaise à 8 millions d'habitants. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, se lance pour booster le développement des pays membres de l'organisation communautaire. Mercredi, elle a annoncé la première édition du Forum d'investissement de la CEDEAO à Lomé. Par cet événement, la banque attend révéler le potentiel de transformation du partenariat public-privé pour stimuler la croissance économique et améliorer le développement de vie des communautés de la région. Le forum aura lieu les 4 et 5 avril prochains dans la capitale togolaise. Il portera sur le thème « Transformer les communautés de la CEDEAO pour un environnement difficile ». Le forum d'investissement de la CEDEAO 2024 est organisé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO en partenariat avec le gouvernement du Togo et celui de l'Inde à travers l'India Exim Bank. Selon les responsables de la BIDC, l'événement constituera une plateforme de stratégie, une plateforme stratégique tant pour moi pour les partenaires en développement et les parties prenantes opérant dans la sous-région, et il offrira l'occasion pour ces acteurs de connecter et de promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs clés des États de la CEDEAO.
quittons le Togo, zoom sur la Côte d'Ivoire pour parler d'une quarantaine de journalistes couvrant la CAN 2023 ont été victimes d'un accident de la circulation dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris de la source locale. Les journalistes revenaient de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où ils ont assuré la couverture du match opposant le Sénégal à la Guinée mardi soir, comptant pour la 3e journée du groupe C de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football. L'autocar qui les transportait a fait une sortie de route vers 2h du matin alors qu'il circulait sur le boulevard à Abidjan. Selon les sources sur les causes de l'accident, un journaliste sportif joint par téléphone a expliqué que l'accident a eu lieu à Abidjan au niveau du boulevard Caruna. Le chauffeur somnolait et a dévié de la route. Alors le ministère des Sports et du cadre de vie a expliqué pour sa part dans une note officielle que l'incident s'est produit à Caruna à Abidjan. Selon les propos du chauffeur du bus, M. Moussa Sanogo, et le pneu avant du bus est tombé dans un nid de poule sur la voie rétrayée de la Caruna. Alors déséquilibré, le véhicule a heurté le béton du milieu avant de finir sa couche sur un bateau électrique dans le sein opposé de la route. Alors, restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler de la deuxième étape de la course menant au sacre final. Le 11 février prochain a déjà débuté aujourd'hui avec le match qui a opposé l'Angola et la Namibie. Actuellement, le Nigeria est en train d'affronter le Cameroun. Donc, le calendrier des huitièmes de finale propose des rencontres entre le Maroc, Afrique du Sud, Cameroun, Nigeria, Mali, Burkina Faso et aussi Côte d'Ivoire et autres. Le calendrier, à présent je vais vous présenter le calendrier des huitièmes de finale. Déjà ce samedi 27 janvier, l'Angola a ouvert la balle avec sa rencontre entre la Namibie. Ensuite, actuellement, le Nigeria joue face au Cameroun. Déjà demain, dimanche 28 janvier, la Guinée équatoriale va affronter la Guinée et au stade Alassane Ouattara. Et puis à 20h, l'Égypte va jouer face à RDC Congo au stade Laurent Pakou. Et le lundi 29 janvier, le Cap-Vert va jouer face à la Mauritanie. À 20h, le Sénégal va jouer face à la Côte d'Ivoire. Et le 30 janvier, qui est déjà le mardi prochain, à partir de 17h, le Mali va jouer face au Burkina Faso. Et puis, nous allons vous revenir le samedi prochain avec le score de ces rencontres. C'est sur cette note que je mets fin à cette première partie. Je vous reviens tout à l'heure avec mes invités. Chicago Supermarket. Chicago Supermarket, votre supermarché à Lomé, vous propose des gammes de produits Made in America. À Chicago Supermarket, régalez-vous avec du bon vin et du whisky, des packs alimentaires, des produits cosmétiques, etc. Ici, 90% de nos produits sont américains. À Chicago Supermarket, nous vous réservons un accueil chaleureux car chez nous, le client est toujours roi. Il y a tout ici chez eux. Ils sont au top. Retrouvez Chicago Supermarket au Togo en face du marché de Etranawe à Lomé. Pour toute information, contactez le numéro plus 228 91 96 60 87. Chicago Supermarket, le supermarché qu'il vous faut.
Chicago Supermarket, les meilleurs produits américains, c'est chez nous. Jaguar, entreprise import-export basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import-Export. Jaguar Import-Export est spécialisé aussi dans la location de voitures. Parents, connaissances, amis de la diaspora, pour vos déplacements lors de vos séjours à Lomé, faites confiance à la société Jaguar pour la location de voitures pour tout déplacement dans un confort total. Jaguar, ensemble pour la promotion de l'emploi et du développement de notre pays. Jaguar, un changement pour un avenir meilleur. Nous sommes de retour sur ce plateau pour terminer en toute beauté cette seconde partie de notre émission. Comme vous le savez bien, dans la seconde partie de cette émission, c'est réservé à l'invité du jour. Donc, comme je viens de le dire dans l'introduction, je suis là avec mes deux invités. Alors, lui, tout à l'heure, je viens de présenter en bref les actualités marquantes de la semaine. Comment tu as vu les actualités? Féliciter pour ces brillantes présentations. Oui. Et aussi je tiens à présenter, je dirais, toutes nos excuses, si possible toutes nos condoléances à tous ces braves journalistes qui ont été touchés par ce petit accident au cours de leur cheminement pendant cette CAN. Alors sincèrement, nous leur jetons déjà des fleurs parce qu'ils font du très bon boulot et je dirais tout simplement que ce sont les risques du métier. Alors beaucoup de force et de courage à eux. C'est ce que j'ai à dire. Ok, oui. Beaucoup de force, beaucoup de courage à eux. Emile, est-ce que je viens de présenter aussi l'actualité? Qu'est-ce qui t'a touché le plus parmi les ce qui m'a actualités touché le plus présenter? dans ta présentation, c'est cet accident des journalistes qui sont partis couvrir les matchs. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés, donc on rend grâce à Dieu pour ça. Ok, merci beaucoup. Alors nous allons rapidement rentrer en termes de ce qu'on va discuter ce soir. On va parler de la CAN. Alors Émile, je commence avec toi. Nous sommes en 2024, mais on parle de la CAN 2023. Est-ce que cela a une explication? Si, cela a une explication. Normalement, cette 34e édition de Coupe d'Afrique des Nations devrait être jouée en Guinée en 2023, mais compte tenu de la reprogrammation du calendrier international de football par la FIFA, ça a été reporté à 2024. Et en Guinée, maintenant en Côte d'Ivoire, de Guinée maintenant en Côte d'Ivoire, parce qu'en 2021, il y avait un coup d'État, donc on ne peut pas jouer une telle compétition dans un pays où il y a l'instabilité politique. Donc c'est pourquoi la Côte d'Ivoire a rapidement emboîté le pas pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en 2024, mais on parle toujours de la Côte d'Ivoire 2023. Alors, Louis, comment tu as vu l'organisation de cette CAN? Bon, je pense que nous sommes à la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations et je tiens sincèrement à remercier d'abord le gouvernement ivoirien et aussi la Fédération ivoirienne de football et le comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont fait de très bons boulots. Sincèrement, on doit les féliciter, on doit les remercier également. Et je dirais tout simplement que ce n'est pas seulement ces entités qui ont organisé cette CAN, mais il y a également la population ivoirienne. La population a joué un grand rôle dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai même cette envie de surnommer la population ivoirienne l'ambassadrice ou la première ambassadrice de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont fait du très bon boulot. Et pour rebondir à ce qu'il a dit, avant le début de cette compétition, le président ivoirien Alassane Ouattara l'a affirmé que son souhait pour cette 34e édition est que ça soit la plus belle de l'histoire des CAN. Donc ils ont mis des moyens, il y a des routes qui ont été construites et des hôtels, il y a toute une ville, beaucoup de villes, autant pour moi, ont été réaménagées pour pouvoir abriter ces CAN. Et je pense que c'est vraiment salué de la part des ils ont également invité des artistes, Dadou, la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment l'Afrique qui a été représentée dans son ensemble. Et je pense qu'ils ont fait de très bonnes organisations. Et sauf qu'en début de cette compétition, il y a aussi un problème de ticket qui que le stade de Bimpé qui a la capacité
d'accueillir plus de 60 000 spectateurs. On a accueilli que 35 000 en match d'ouverture et en deuxième journée du match de Côte d'Ivoire face au Nigeria. Ça a été le cas, mais heureusement que ça a été résolu et qu'aujourd'hui les gens assistent à ce match au stade. C'est vraiment à féliciter. Merci. Si vous le permettez, je voudrais également ajouter quelque chose. Ils ont surnommé cette canne la canne d'hospitalité. Oui, avec, la canne d'hospitalité. Oui, avec le terme principal, Akwaba. Oui, c'est une langue locale de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont beaucoup fait ça. Ça prouve, ou bien ça valorise, effectivement, la valeur de l'hospitalité chez nous en Afrique. Alors, merci beaucoup, Émile. Merci à lui. Nous allons rapidement faire le bilan parce que cette canne est déjà à sa deuxième partie, c'est-à-dire les huitièmes de finale ont déjà commencé. Donc, nous allons essayer de faire le bilan de cette première partie qui a déjà joué. Surtout, nous allons toucher les trois premières poules, poule A, poule B, poule C, pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, nous allons commencer avec la poule A, poule du pays hôte de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si je dis la Côte d'Ivoire, Émile, pourquoi tu souris? Je me souviens de cette défaite face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Les gens du Cameroun ont surnommé 4 C'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale. Alors, la Côte d'Ivoire qui est pays hôte où beaucoup des Ivoiriens étaient furieux. Parce qu'ils étaient déçus de leur équipe suite à leur défaite avec l'équipe de la Guinée équatoriale. Merci à Dieu que le Messi était venu de la part du Maroc, et finalement la Côte d'Ivoire s'est qualifiée finalement. Donc la Côte d'Ivoire est actuellement en 8e de finale. Alors la Côte d'Ivoire en 8e de finale, ça te dit quelque chose? Bon, personnellement, je tiens également une fois encore à saluer la sélection ivoirienne. Premièrement, l'équipe, je dirais, était décédée. Mais à un moment donné, l'équipe s'est ressuscitée. À quel moment? Oui, bon, au niveau de la dernière journée de la phase de poule, je pense que l'équipe ou la sélection ivoirienne s'est véritablement inclinée devant la Guinée équatoriale. Effectivement, c'était une humiliation. Mais, sincèrement, je vois que avec ce Messi, comme vous venez de le dire, ce Messi qui est le Maroc, je pense que la Côte d'Ivoire va vouloir redonner une bonne image à sa nation. C'est la raison pour laquelle je suis très sûr qu'ils vont vouloir bien affronter le Sénégal pour les huitièmes de finale. Alors, Émile, tu as quelque chose à ajouter? La Côte d'Ivoire, pour moi, en ce huitième de finale, je pense qu'on ne doit pas s'attendre à grand chose. Hein. Non, forcément. Non, mais écoutez, ils vont jouer face à une équipe du Sénégal qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Bon, pour moi, c'est déjà un message aux autres équipes. Donc, non, mais c'est mon point de vue. Ok. Voilà, et c'est ça. Donc, bon, il a dit quelque chose, je vais rebondir. D'après les analyses, sincèrement, ce n'est pas le fait que le Sénégal a une bonne équipe que nécessairement le Sénégal va pouvoir vaincre ce match. Ce n'est pas normal. Mais écoutez, je pense que ce qu'il dit, vous savez, cette équipe sénégalaise, depuis quelques temps, c'est vrai, avant la compétition, a été sous-estimée. Oui, nous allons revenir sur cette équipe sénégalaise. Donc, vous pouvez continuer. Cette équipe sénégalaise... Oui, cette équipe sénégalaise, pour moi, aujourd'hui, est en forme pour pouvoir battre n'importe quelle équipe qui s'opposera à lui. non, mais écoutez, en matière de foot... Ouais, ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, quand vous avez une équipe dans laquelle il y a Sadio Mané, Ismaël Assar, ces gens de joueurs qui sont ambitieux, qui veulent écrire l'histoire de leur pays, je pense que ça va être très difficile pour la Côte d'Ivoire qui est sortie récemment d'un match où personne ne sait si il allait se qualifier ou pas. Mais bon, ils sont sortis, heureusement, ils sont toujours dans la compétition, mais je pense que ça va être très difficile pour cette équipe ivoirienne de battre le Sénégal. Alors, nous allons un peu rebondir sur cette poule A. Émile, tout à l'heure, lui parlait de la Côte d'Ivoire, une équipe qui ne s'entendait pas à se qualifier à cette finale, à cette huitième de finale. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe durant tout ce qu'ils ont présenté dans cette première phase de cette compétition de la CAN?
Bon, je pense que cette équipe de la Côte d'Ivoire, en match d'ouverture face à la Guinée-Bissau, n'était pas aussi une équipe rassurante dans le jeu. C'est bien, ils ont gagné quand même 2-0. En match d'ouverture. Mais c'était pas aussi vu dans leur jeu une équipe qui a un système de jeu remarquable. Ils avaient eu beaucoup de déchets aussi. Il n'y avait pas un avant-centre, il n'y avait pas un attaquant de pointe capable de faire la différence. Donc pour moi, ce n'est pas une équipe sur qui on peut compter. Parce qu'en deuxième journée face au Nigeria, je pense que ce qui a compliqué la tâche pour eux, c'est cette défaite face au Super Eagles du Nigeria, 1-0, qui a complètement chamboulé la mentalité des joueurs. Et vous avez vu en troisième match face à la Guinée équatoriale, cette équipe qui dans les 20 premières minutes était une équipe agressive qui a monté là-bas haut. C'est vrai, les joueurs avaient cette volonté-là, la bonne volonté de pouvoir gagner face à cette équipe équato-guinéenne. Mais comme ils ont été mentalement stressés, perturbés, cela joue contre eux. Et aussi, vous avez en face une équipe équato-guinéenne qui a vite compris leur système de jeu, donc a dû stabiliser le jeu pour pouvoir former un bloc derrière. Voilà. Ce qui a fait que, quand bien même l'équipe ivoirienne a eu des occasions, mais elle n'a pas pu les concrétiser. Et aussi jusqu'à la 42e minute où la toute première occasion pour la Guinée équatoriale qui a été concrétisée par Emilio Nsoué à la 42e minute, qui a complètement coupé les jambes des joueurs ivoiriens. Et du retour du vestiaire, cette équipe qui a encore encaissé son second but sur ce coup franc phénoménal de la part du joueur Pablo Gassé. Oui. Et c'est ce qui a complètement démoralisé en fait le jeu. Et ce deuxième but a même influencé le coach Jean-Louis Gassé qui, arrivé à un moment, ne fait que rentrer les attaquants dans le match. Et aussi vers la fin, ce qui a fait que la Côte d'Ivoire avait seulement 2 défenseurs. Donc c'est la raison pour laquelle les 2 derniers buts équato-guinéens ont été très faciles. Résultat final, 4-0. Ça a été vraiment une honte pour la nation ivoirienne qui ne s'attendait pas du tout à cette défaite-là. Et les conséquences, l'entraîneur a été démis de ses fonctions juste après la défaite de la Côte d'Ivoire. Mais heureusement qu'ils ont été repêchés grâce à cette victoire du Maroc face au Chipolopolo de la Zambie, 1-0. Ok, merci beaucoup, Émile. Alors, Émile, ici, on vous demande d'identifier les joueurs qui ont marqué cette poule A. Alors, vous penserez à qui notamment? Bon, tout d'abord, je penserai à ce joueur guinéen, Emilio Nsoué, qui est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, grâce à son triplé face à la Guinée-Bissau. Donc, pour moi, c'est un très bon joueur. C'est un joueur à suivre de très près. Et aussi à leur gardien, qui est pour l'instant le meilleur gardien de la CAN, parce qu'il a remporté ce petit trophée, la meilleur gardien de la phase des matchs de poule. Et aussi, quand on prend toujours dans cette poule A, il y a aussi le Nigérian Victor Osimhen. C'est vrai, il avait raté beaucoup d'occasions, mais je pense que c'est un joueur qui dérange beaucoup la défense du camp adversaire, et cela a un peu avantagé cette équipe nigériane dans les matchs à venir. Alors, il n'y a pas un seul joueur ivoirien qui vous a marqué durant cette compétition? Non, pas du tout. Du gardien jusqu'au Seko Fofana, passant par Franck Kessié, pour moi, ils ont vraiment déçu la nation ivoirienne. Donc, je pense que c'est vraiment aberrant qu'ils ont fait subir à cette nation ce qui s'est passé au stade Ibimpe. Merci beaucoup. Je pense que Fofana est un bon joueur. Si, c'est un bon joueur, mais bon, pour moi, je pense qu'il peut mieux faire que ça. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas cité parmi mes joueurs phares de cette poule A. Alors, dans une équipe, je pense que vous pouvez toutefois bien jouer, bien vous pouvez faire vous pouvez avoir des problèmes dans votre équipe, mais si un arrive quand même à se démarquer, on doit le dire. Sincèrement, Fofana bien joué. Ouais, mais ça, c'est votre point de vue. Émile, lui, merci beaucoup à Émile pour son analyse. Lui,
parlant toujours de cette poule A, quelles sont les équipes ou bien quels sont les joueurs qui vous ont marqué durant cette première partie? Dans cette première poule, je dirais tout simplement que c'est une seule personne et une seule équipe qui m'a marqué, qui m'a positivement marqué. Même le Nigeria n'a pas été à la hauteur, sincèrement. Et pour la Côte d'Ivoire, c'était de la merde. Et maintenant, l'équipe qui m'a marqué, comme je viens de le dire, c'est la Guinée équatoriale. Voilà. La Guinée équatoriale faisait partie des équipes ridiculisées en amont de cette CAN, sincèrement. Vraiment. Mais la Guinée nous a prouvé quelque chose. La Guinée a fait un très bon spectacle sur la pelouse. Et je crois que c'est une équipe qui est très bien construite. Ils ont de très bons joueurs, de très belles choses. Ils nous font de très bons spectacles. Et je pense que surtout avec le leader de cette équipe, je veux parler de Emilio Nsoué, sincèrement, c'est un bon capitaine. Ça prouve que le gars maîtrise le domaine du football. Et je crois que le gars, c'est quelqu'un à bien suivre. C'est quelqu'un qui encourage également très bien ses joueurs et ses coéquipiers. Et lui, il motive bien ses coéquipiers. Je pense qu'avec lui, la Guinée équatoriale, il ira de l'avant. Et si tu permets... 45 secondes. Ah d'accord. Ok, vas-y. Après leur qualification, le fils du président équato-guinéen, Obiang, a donné aux joueurs $50 000. Wow. Je pense que ça pourrait les motiver à donner plus de meilleurs dans les matchs à venir. Alors, merci beaucoup, messieurs. Si vous le permettez, nous allons rapidement tourner notre direction vers la poule B. Dans la poule B, il y a eu beaucoup de surprises. C'est le cas du Cap-Vert, le Ghana, l'Égypte et la Mozambique. Alors, Émile, analyse de façon générale sur cette poule. Pour moi, le Ghana a beaucoup déçu dans cette poule parce que le Ghana était parmi les favoris, l'équipe favorite de cette poule-là, mais malheureusement s'est retiré de la compétition parce qu'ils ont fait un très mauvais début face au Cap-Vert. Ils ont été battus par cette équipe 2-1 et face au Pharaon d'Égypte, ils ont fait 2 buts partout. Donc pour moi, c'est déjà, même après ce début partout face au Pharaon, ils avaient encore la possibilité de pouvoir se qualifier dans cette compétition. Parce que face à la Mozambique, le Ghana avait la situation en main jusqu'aux arrêts de jeu où tout a été basculé pour eux à cause de ce penalty qui a été commis par André Ayou, un penalty involontaire d'ailleurs, qui a été commis par André Ayou. Et aussi cette erreur du gardien Richard Oufouri, qui a un ballon qui sortait ainsi mais tranquillement l'a touché au corner. Bon, je ne sais pas ce qui lui a traversé l'esprit. Et vous savez, en matière de football, ce genre d'erreur se perd très cash. Et c'est sûr, se connaît que la Mozambique a manqué son deuxième but. Résultat final de but partout. Aujourd'hui, les Black Stars sont éliminés dans la compétition. Et aussi, l'équipe à suivre de près dans cette poule, c'est le Cap-Vert. Vraiment, ils ont de très bons joueurs, des joueurs qui sont motivés, qui jouent avec beaucoup de détermination. Je pense que c'est vraiment à encourager ces requins bleus du Cap-Vert. Et lui analyse de façon générale sur cette poule. Je ne vais pas beaucoup parler, je dirais tout simplement une félicitation à l'équipe capverdienne. Ils ont beaucoup travaillé et je vais également revenir sur cela. Effectivement, le Cap-Vert était dans le même cas que la Guinée équatoriale avant le début de cette CAN. Mais aujourd'hui, sincèrement, le Cap-Vert, son cas est un peu particulier parce que déjà dans les éditions précédentes, il a déjà commencé par faire du mal. Lui, il a déjà mis des obstacles mais il a mis du bâton dans la roue de plusieurs équipes, plusieurs grandes équipes. Oui, donc déjà, je pense que c'est une continuité, c'est une suite. Et je vais également dire quelque chose concernant le Ghana. Je ne sais pas ce que les supporters ghanéens eux-mêmes, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Le Ghana ne peut pas se qualifier. Vous savez quoi? Le Ghana que nous avions connu là de cela quelques années, le Ghana de Asamoah Gyan, le Ghana de André Ayou, André Ayou lui-même, et le Ghana de Christian Athiou, des gens comme ça, ce n'est plus le Ghana que nous connaissons aujourd'hui. Même, c'est-à-dire, au lieu de progresser, le Ghana de la sélection ghanéenne devait normalement progresser dans le football. Mais on voit le contraire. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent prendre le relais, mais malheureusement, ils ne le font pas. Et vraiment, ça salit l'image de cette équipe. Cette équipe, quand on cite, quand on parle de la CAN, ce sont des équipes qui viennent directement dans l'esprit. Effectivement, pas seulement de la CAN. Le Ghana représente
représenter l'Afrique Afrique. dans la Ouais, Coupe du ouais, Monde. Voilà. à l'époque. Ah oui, c'est ça. Donc, Rappelons pour moi, que c'est vraiment aberrant. ça fait successivement qu'il est disqualifié de cette CAN. Il est éliminé. Oui. En 2019, le Ghana, Émile, Oui, en 2019, ça te rappelle quelque chose? Ghana 2019, CAN Ouais. 2019, le Ghana, Ouais, ça me c'est le rappelle. tenant en titre en 2019. Ouais, je sais. Et Voilà. En 2019, vous dites Oui. le Ghana? Ghana, oui, c'est Non, le Ghana. C'était pas le Ghana, c'était l'Algérie. C'était l'Algérie, oh là là. C'était l'Algérie. Voilà, vous m'emmenez dans... C'était l'Algérie. Ok, Et il y a c'était pas de même souci. Jamel Belmadi qui avait remporté cette Voilà. victoire, Voilà. cette coupe à l'Algérie. Oui, qui est malheureusement Voilà. licencié après l'élimination aussi. Alors, quels sont les joueurs qui vous ont marqué dans cette poule, Émile, ou bien lui? Dans cette poule, d'abord, quand je prends l'équipe capverdienne, c'est un certain bébé. Bébé. Oui. En tout cas, tout le monde parle de bébé. Hein. Oui, tout le monde parle de Ce lui, joueur de sincèrement. 33 ans qui produit de belles jeux sur le terrain. Oui. Et aussi le numéro 7, Jovan Cabral, qui est très bien dans les lancers et très bien dans les jeux offensifs. Je pense que cette équipe a de quoi régaler son public. Alors, quels Bon, sont moi, les je vais joueurs? tout simplement citer un joueur du pays voisin. Je voudrais également citer le Ghana, toujours, le Kudus. Vous avez vous avez vu les compétences de Kudus sur le terrain. Je pense que c'est un joueur, c'est un bon talent pour cette équipe nationale. Et comme il a l'habitude de le faire dans son club, il le fait également pour le Ghana. Je pense qu'on doit le suivre. On doit suivre ses exemples. C'est un peu ça. Merci Louis, merci Émile. Donc à présent nous allons suivre le classement de ces deux poules, c'est-à-dire la poule A évidemment. En tête nous avons Guinée équatoriale, suivi du Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et la poule B avec en tête le Cap-Vert, suivi de l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Alors ces deux classements... vous avez quelque chose à encore ajouter avant de quitter ces deux poules? Bon, je pense que c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui m'a beaucoup étonné dans ce groupe, les pharaons d'Égypte, qui, il y a de cela quelques années, faisaient peur aux équipes africaines. Voilà. Et aujourd'hui, s'humilie devant. Bon, aujourd'hui, le football a évolué et ça se joue partout aujourd'hui en Afrique et ça se joue très bien d'ailleurs. Donc, pour moi, je pense que cette équipe égyptienne en train de vraiment partir dans un endroit où personne n'imaginait. Alors Rémi, effectivement, bon, je tiens quand même à rappeler quelque chose. Il y a un grand joueur que nous devons obligatoirement citer. Il s'agit de Moustapha Mohamed. Voilà. Ce jeune, il est très bon, de l'Égypte bien sûr, il est très bon également. Mais je tiens quand même à vous dire quelque chose. Si aujourd'hui l'Égypte, les gens ou bien les équipes ont encore ce problème d'avoir peur de l'Égypte, c'est parce que l'Égypte était, entre griffes, une bonne sélection dans le temps. Sinon aujourd'hui, ce n'est plus l'Égypte que nous avions connue. C'est l'équipe qui a remporté plus de titres, oui, effectivement. Il a remporté déjà 7 Coupes d'Afrique des Nations, si je ne me trompe pas. C'est la raison pour laquelle on le qualifie toujours de grande équipe. Sinon, sincèrement, l'Égypte ne devrait pas se qualifier pour les 8e de finale. Ça, c'est une erreur du Ghana. Et aussi, c'est grâce à ce match nul du Ghana. Effectivement, c'est une erreur du Ghana. Sinon, 3 matchs nuls. Et aussi, face à la Mozambique, c'était du match. La Mozambique menait le jeu jusqu'à la dernière minute que ce pénalty a été sifflé, qui a été concrétisé par Mohamed Salah. Pour moi, c'est vraiment un choc. Ce match, c'est un choc. Merci beaucoup Émile, merci Louis. Nous allons parler à présent de la poule. C'est une poule assez élevée. Là, il y a eu également beaucoup de surprises. Également, nous avons vu le tenant en titre, le Sénégal. Oui. Il y a le Cameroun, il y a la Guinée, la Gambie. Alors, lui, poule C. Poule C. Analyse sur cette poule durant cette première partie. Bon, comme nous l'avons tous vu ou remarqué, le Sénégal, le tenant en titre, le Sénégal a fait un bon jeu et je pense très bien je crois très bien que c'est sa première fois de gagner ou bien de quitter une phase de poule avec 9 points en totalité. Il a fait un bon jeu avec de très bons joueurs. Notons qu'il y a d'autres équipes favorites qui l'ont fait. Le cas du Ghana, le cas de d'autres équipes, le Maroc même l'a fait. Donc, c'est bon, mais quand même pour le Sénégal, c'est la première fois dans son histoire. Oui, effectivement. Et je salue également
le courage et le bon jeu de ce jeune homme Ismaïla Sarr. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Et même dans l'équipe nationale, il le fait de même que dans son club. Il est un Marseillais, si je ne me trompe pas. Il le fait toujours bien. C'est à féliciter. Au niveau du Cameroun, je pense que le Cameroun a un petit problème. Comment? Le Cameroun a un problème. Aujourd'hui, moi, je ne suis jamais d'accord avec le fait que Rigobert Song soit l'entraîneur des Lions, du Cameroun. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce n'est pas parce que tu as été un bon joueur que tu dois être nécessairement ou forcément un bon entraîneur. C'est-à-dire, vous savez quoi? Aujourd'hui, le football, c'est de la stratégie ou c'est de la tactique. Le football, ce n'est pas le fait de faire venir un gardien aujourd'hui, l'autre demain. Ça dit, c'est du désordre. Sincèrement, c'est du désordre. Rigobert Song n'a pas été choisi au hasard. Même s'il n'a pas été choisi au hasard, il doit tout faire pour être à la hauteur. Mais ce n'est pas au cours de cette Donc, selon toi, il ne le fait pas. Ce n'est pas seulement au cours de cette compétition qu'il déçoit le peuple camerounais. On a vu des trucs, ce n'est pas seulement ici. Oui. Alors, donc, ça me confirme ce que le confrère Jean Kedani disait la dernière fois. Quand on parle du Cameroun, selon lui, c'est une équipe nulle. Il n'est pas ambitieux. Il n'est pas ambitieux. Donc, effectivement, ce n'est pas... Voilà, Émile analyse sur cette poule C. Bon, je dirais que le Sénégal aujourd'hui est en pleine forme. Donc, c'est le tenant en titre. Et vu le 3 matchs de poule, je pense que c'est un message fort lancé aux autres équipes parce que cette équipe est le tenant en titre. Et quand on voit bien, depuis quelques années, les tenants en titre ont connu de difficultés pour pouvoir s'imposer dans la compétition suivante. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait parce qu'en 2015, la Côte d'Ivoire était champion, mais en Coupe d'Afrique des Nations en 2017, a été éliminé dans les matchs de poule. Ça a été le cas pour le Cameroun qui a été champion en 2017 et qui a été aussi éliminé en CAN 2019. Et ça a été le cas pour l'Algérie, champion en 2019, qui a été éliminé en 2021. Maintenant, en 2021, c'était le Sénégal qui a été champion. Et aujourd'hui, ils sont toujours dans la compétition. C'est un message très fort pour moi. Ils veulent rentrer dans l'histoire. Parce que quand on voit dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont seulement 3 pays qui ont pu conserver leur titre. Notamment, le Ghana l'a fait en 1963, 1965. Les Lions indomptables du Cameroun l'ont fait en 2000 et 2002. L'Égypte l'a fait 3 fois consécutivement. Il a fait notamment en 2006, 2008 et 2010. Donc aujourd'hui, cette équipe sénégalaise qui, avant la CAN, avait connu des difficultés et a été considéré dans ce groupe comme le gibier à battre, qui aujourd'hui arrive à s'imposer face à cette équipe camerounaise, équipe gambienne qui est tenue par un certain Tom Saint-Field et à cette équipe guinéenne de Kaba Diarra. Je pense que c'est un message très fort aux autres équipes. Un message très fort aux autres équipes. Effectivement, alors, message lui, très fort. tu partages il y a le aussi même quelque avis? chose, oui, effectivement, je partage le même avis. Sincèrement, le Sénégal est un pays ou bien est une sélection à respecter, sincèrement. Mais il y a aussi quelque chose, je voudrais dire quelque chose. Le Sénégal n'est pas à ce niveau par hasard. C'est grâce à une bonne organisation. Très bien, c'est ce que j'ai à vous dire. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Oui, vas-y. Et aussi le sélectionneur qui est là depuis effectivement, qui fait un travail remarquable. Vraiment, je pense que, comme on le dit, le CAN, c'est seulement les anciens qui détiennent le secret. Voilà. Alors, quand vous parlez du Sénégal, le Sénégal de Sadio Mané, déjà Sadio Mané dans cette compétition, alors comment vous avez vu son jeu? Bon, pour moi, Sadio Mané dans cette compétition a été vraiment très très agréable avec ses compatriotes sur le terrain, parce que quand vous avez vu le premier match face à la Gambie, il avait laissé la balle à ses frères de jouer. Voilà. Et pour moi c'est déjà un signe de compatriote, c'est-à-dire c'est l'amour pour sa patrie. Il joue avec beaucoup d'abnégation. Pour moi, Sadio Mané, c'est un joueur respecté dans cette équipe. Alors lui, Sadio Mané, je crois que je dirais la même chose. Alors Sadio Mané, c'est un bon joueur. Et bon, je dirais tout simplement
que c'est un joueur qui joue collectivement avec ses coéquipiers. C'est-à-dire, il ne joue pas la star. Il ne joue pas la star, mais quand même, il fait l'effort de jouer avec ses frères, avec ses grands frères également. Et donc, c'est un bon joueur. Pas seulement Sadio Mané, il y a également Koulibaly qui fait également un très bon jeu. C'est un doyen également à respecter. Et dans leur poteau, il y a également ce jeune homme Mendy à respecter également. Donc, je pense que ce sont des doyens qui arrivent à mieux collaborer avec leurs coéquipiers. Sinon, c'est déjà bien. Alors, à part Sadio Mané, Koulibaly, tu as d'autres joueurs qui t'ont marqué dans cette poule? Oui, surtout dans l'équipe sénégalaise, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Il y a Ismaël Assar, comme il a cité tout à l'heure. Il y a Lamine Camara, le joueur de FC Metz, qui aujourd'hui est dans une forme éblouissante et qui produit de très bons jeux sur le terrain. Je pense que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour remporter cette coupe. Alors, le Sénégal a tout ce qu'il faut pour remporter cette coupe. Donc, on verra bien si le Sénégal va remporter cette année encore cette CAN ou pas. Alors, nous, avant de revenir au Togo, nous allons parler. Les matchs des 8e finale ont déjà commencé. Déjà aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal le lundi. Alors, lui, selon toi, qui emportera cette match? Bon, comme nous venons de le dire, le Sénégal est une très bonne équipe et je pense que le Sénégal demeure toujours l'équipe favorite pour ce match, bien pour cette rencontre. Mais il y a quelque chose, si le Sénégal commet l'erreur, s'il commet l'erreur de sous-estimer ou bien de ridiculiser l'équipe ivoirienne, sincèrement, on a l'habitude de dire chez nous, et dans Koukoula lui. Oui, c'est ça, et dans Koukoula lui. Donc, je tiens sincèrement à dire que bon, les Ivoiriens aussi vont vouloir redorer l'image, redorer le blason de leur pays tout en gagnant ou en remportant cette victoire. Et je crois également qu'il y a également quelque chose à dire, c'est seulement Emers Faye, l'adjoint qui devient provisoirement le sélectionneur de l'équipe ivoirienne. Je pense qu'il va tout faire pour pérenniser sa nomination provisoire. Donc je pense que la sélection ivoirienne va se donner à fond pour pouvoir donner je dirais de la valeur à son emblème, à son drapeau. Je pense que c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Alors Émile, le tenant en titre, le Sénégal va affronter la Côte d'Ivoire. Quel est ton point de vue sur cette rencontre qui va se jouer le lundi? Nous savons tous que la Côte d'Ivoire vient de traverser un moment très difficile de son existence. Parce que c'est l'un des pays quand même le plus ambiancé en Afrique de l'Ouest, sinon le premier. Donc après la défaite face à la Guinée, c'est une nation qui a dormi avant à 22h. Et je pense que face à cette équipe sénégalaise, ça va être très soyons sérieux avec eux. Je pense que ça va être un peu sérieux et ça va être un peu compliqué pour eux parce que cette équipe aujourd'hui va vouloir se mettre en confiance d'abord. Et je pense que pour pouvoir se mettre en confiance, c'est pas devant cette équipe sénégalaise qui a aujourd'hui déjà un système de jeu propre à lui. Et je pense que la Côte d'Ivoire doit beaucoup travailler, doit laisser ce côté beaucoup de déchets techniques qu'on avait vu dans les matchs de poule pour pouvoir s'imposer face à cette équipe sénégalaise qui aujourd'hui regorge beaucoup de talents qui sont très ambitieux, qui veulent remporter cette coupe consécutive pour leur nation. Alors merci Émile. Merci Louis, tu as quelque chose à dire avant qu'on quitte la Côte d'Ivoire? C'est juste un petit rappel. Nous ne devons pas oublier ce truc. Des équipes qui sont repêchées, sincèrement, ils font beaucoup, soit ils mettent beaucoup d'obstacles sur la route, ou bien sur la route de leur adversaire, sincèrement. Je donnerai un petit exemple. C'était le cas de l'équipe danoise. Le Danemark, en 1992, a remporté l'Euro après avoir été repêché, sincèrement. Il y a aussi le cas du Portugal en 2016. Vous voyez, non? Des trucs comme ça. Donc, je crois très bien que la Côte d'Ivoire va vouloir nécessairement arracher cette victoire. Oui. Ça serait très difficile, à mon avis, ça serait très difficile parce que une équipe, vous avez cette équipe sénégalaise, vous avez la Lucan qui est assurée par un certain Edouard Mendy. Laissez des trucs comme ça, vous savez. Non, mais écoutez, pour moi, laissez-moi terminer.
vous avez le défenseur Koulibaly, Khalidou Koulibaly, ce défenseur très expérimenté, très bon dans les duels aériens. Vous avez des joueurs comme Sadio Mané, Ismail Assar, Lamine Camara, voilà. Comment dirige Pep Matassa, ce joueur ces joueurs qui sont difficiles à intercepter et qui pénètrent facilement dans le cadre adverse. Je pense que l'équipe ivoirienne doit faire beaucoup d'attention pour ne pas avoir des surprises très, très désagréables comme au cas face à la Guinée équatoriale. Alors, lui... non, je partage également le même point de vue, mais moi je tiens sincèrement à lui rappeler que c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur. Oui, mais c'est le pays organisateur. Et je pense que cela. Laissez-moi terminer. Non, effectivement, la Guinée équatoriale a battu. Je crois que cela servira de leçon à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va nécessairement. Excusez-moi. La Côte d'Ivoire va nécessairement vouloir combattre également ou bien humilier, si possible, le Sénégal pour pouvoir se démarquer ou bien pour pouvoir, je dis, prêtez-moi le mot s'il vous plaît. Pour se qualifier. Non, je ne veux pas utiliser ce mot, je veux employer ce mot. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va vouloir combattre ou bien arracher la victoire du Sénégal pour pouvoir redorer son image. C'est ça, pour pouvoir se revaloriser. Est-ce que c'est possible avec le Sénégal de Sadio Mané? Est-ce que ça sera possible? Ça serait très Rappelons que le Sénégal, c'est le tenant en titre. Est-ce que ça sera possible? Oui, ça sera possible. Avec le jeu des Ivoiriens qu'on a vu. N'oubliez pas non plus que la Côte d'Ivoire vient de limoger ou bien c'est Jean-Louis lui-même qui s'est démissionné. Dans tous les cas, j'ai dit quelque chose. Faye va nécessairement vouloir pérenniser cette nouvelle nomination. Mais lui, sincèrement, ici, on parle de c'est également quelqu'un que plusieurs Ivoiriens critiquent déjà. Pourquoi? Parce qu'il était l'adjoint de Jean-Louis. Donc, ils ont l'habitude de dire que il était toujours dans le staff, il n'avait rien fait. Mais c'est maintenant qu'il va le faire. Il y a ça aussi. Oui. Je crois très bien que le gars là va vouloir faire quelque chose pour la mais il parle de coach MS Faye. Oui. Mais je pense que quand vous prenez par exemple cette équipe sénégalaise, vous avez un certain Aliou Cissé. Aliou Cissé, on parle d'Aliou Cissé. Qui est là et qui connaît bien cette compétition qui a été plusieurs fois à la finale. Et pour moi, vous parlez de Faye devant Aliou Cissé. Pour moi, je pense que c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule parce que Aliou Cissé connaît très bien ses joueurs. Il sait où les mettre, quand et où, et dans les bons moments. Donc, pour moi, ça va être très compliqué. Je le dis et je le répète. Si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention, ça serait pire. Moi, je dirais tout simplement que si le Sénégal ne fait pas attention, il sera également humilié. Oui. Peut-être surpris, mais pas humilié quand même. Non, il sera humilié, c'est possible. Dans tous les cas, on verra bien. On verra bien. Alors, nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour venir au Togo. Alors, le Togo ne s'est pas qualifié pour cette CAN. Alors, comment trouve le dynamisme du public sportif sur cette édition? Bon, effectivement, le Togo ne s'est pas qualifié pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans tous les cas, même si le Togo ne veut pas se qualifier, mais le public sportif est là pour suivre les matchs. Et je pense que plusieurs Togolais ont leurs équipes qu'ils soutiennent toujours. Et toi, tu supportes quelle équipe? Je suis neutre. Pourquoi? Parce que j'aime le Togo et je n'ai aucune équipe favorite durant cette Coupe d'Afrique des Nations, sincèrement. Mais il y a aussi quelque chose à dire. Le Togo, bien la sélection togolaise ne s'est pas qualifiée, mais quand même, il y a des Togolais qui nous ont valablement représentés à la CAN. Oui, effectivement, il y a Jonathan Aronto, l'arbitre assistant, effectivement, il y a ça et là-bas. Et il y a également plusieurs journalistes sportifs qui sont accrédités par la CAF. Et il y a également le maréchal. Le maréchal est là. La seule star togolaise. Lui, il est là également du côté de notre télévision, la Niwo TV. Lui, il est là en tant que consultant journaliste sportif. Donc, je pense que le Togo est véritablement représenté. Alors, Émile, le public sportif, malgré que le Togo ne s'est pas qualifié pour cette CAN, comment tu as vu l'équipe, le public sportif togolais? Il suffit juste de sortir pour pouvoir constater de la façon dont les gens suivent le match Cameroun-Nigeria. Le club togolais, c'est quelqu'un qui est amoureux de football depuis très très longtemps. Et les gens suivent ce match, surtout
après l'élimination du Ghana, c'est là où je sais que les gens ont double nationalité dans ce pays. Alors, il y a des gens qui étaient élevés, bon, je ne vais pas donner des noms ici, mais des gens qui étaient véritablement dans un sale état. C'est incroyable. Déjà sur cette compétition de près et de loin, les Togolais, quand bien même le Togo n'est pas qualifié, ils suivent très très bien cette Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire organise. Oui, alors, quelle est ton équipe favorite pour cette compétition? Moi, personnellement, j'ai pas d'équipe. Non, comme moi. Pourquoi? Parce que, avant tout... Ou bien ton équipe est déjà éliminée? Non, bon, vous n'êtes pas sans savoir. Tu es un Béninois? Non. Tu es un Béninois? Le pays de talent. J'ai très fort avec le Ghana, donc depuis que le Ghana est éliminé, j'ai plus d'équipe dans cette compétition. Alors, fallait nous dire que vous êtes éliminé. Alors, c'est pas facile à dire. Alors, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lui, mot de la fin. Bon, comme mot de la fin, d'abord, je tiens sincèrement à remercier les initiateurs de cette télévision, toutes ces personnes qui sont derrière la caméra et également toutes ces personnes qui travaillent dans cette boîte. Merci infiniment à elles. Et je tiens également à te féliciter, à te remercier pour cette belle invitation que tu m'as offerte. Merci infiniment. Et de passage, je dirais tout simplement que la CAN, c'est une très grande compétition que les Africains eux-mêmes valorisent leurs produits, bien je dirais leur compétition. Alors soyons tous derrière la Côte d'Ivoire pour la belle réalisation. La Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire. Non, je ne parle pas du pays en tant que... Je ne parle pas de la sélection, mais je parle du pays, de l'organisation. Oui, soyons tous derrière la Côte d'Ivoire pour la belle réalisation en totalité de la CAN. Oui, c'est ça. Alors, Émile, le mot de la fin. Bon, tout d'abord, je tiens à te remercier pour cette invitation et aussi au personnel de Denigba Media Africa. Ils font de très bonnes... Non, ne vous inquiétez, vous allez revenir. On va discuter. Pas de souci, nous on est là. Ils font de très bons boulots. Vraiment, l'accueil a été chaleureux. J'ai beaucoup aimé et du passage, je salue. Ok, vas-y. Si tu permets, voilà, Marcel Evra Baudin depuis le Sprint Radio et aussi à mon cher ami Francis depuis Korogo, la Côte d'Ivoire, qui est certainement en train de nous suivre en ce moment. Alors, merci. Ou bien lui, toi aussi, tu as des gens salués comme Émile, Émile le Ghanéen. Il n'y a pas de souci, je vais saluer. Elle est très forte avec le Ghana, je ne suis pas Ghanéen, je suis Togolais. Ok, je vais également profiter de l'occasion pour saluer la directrice de Sprint Radio, Madame Evelyne Gbenyedi. Mais vous avez quoi avec Sprint Radio? Bon, excusez-moi, ça c'est un lien très fort, il n'y a pas de souci. Alors je veux également saluer la communauté Atis Togo, une communauté dans laquelle je milite, et également je salue toutes les personnes qui me connaissent très bien. C'est tout ça, oui. Merci Louis, merci Émile Kaïdossou d'avoir répondu à notre invitation. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis Justin Afanagno à la présentation de cette émission. Bon week-end chez vous et d'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt.